La Russie était vouée à perdre la guerre en Ukraine dès le départ. Vladimir Poutine ne l'a peut-être pas vu, peut-être qu'il ne le voit toujours pas, et on pourrait dire que l'Occident ne l'avait pas vu venir non plus. Cependant, l'Ukraine a un avantage sous-jacent, qui n'apparaît pleinement que maintenant, et qu'elle conserve face à la Russie depuis plus de 3 ans, dans une guerre qui était censée se terminer en quelques jours. C'est pourquoi Poutine ne gagnera pas en Ukraine, et tout cela se résume à quelque chose que l'Ukraine fait, alors que la Russie n'a pas réussi à obtenir la supériorité technologique. C'est selon Paul Warburg, qui a exposé son argument dans une vidéo YouTube le 1er octobre. Il fait remarquer que l'avantage technologique de l'Ukraine n'est pas seulement le fruit de son association avec l'Occident. Cela tient à des différences fondamentales entre l'Ukraine et la Russie, que ce soit dans la manière dont les deux pays gouvernent leur société, ou dans les stratégies qu'ils emploient sur le champ de bataille. En réalité, ce que nous voyons à ce stade de la guerre en Ukraine, c'est que la Russie s'affaiblit intrinsèquement chaque jour qui passe, tandis que l'Ukraine devient de plus en plus forte chaque jour. Surtout d'un point de vue technologique, c'est quelque chose qui se produit tout au long de la guerre, ajoute Warburg. Mais maintenant, le rythme des avancées technologiques de l'Ukraine a atteint un tel niveau que la Russie n'a aucun espoir de suivre. Il suffit de regarder certains des exemples les plus récents d'armes que l'Ukraine a développés pour s'en rendre compte. Prenez le flamant rose par exemple. À première vue, cette arme ne semble pas très différente des missiles de croisière que la Russie utilise contre l'Ukraine depuis que Poutine a lancé son invasion. Cependant, elle est différente à plusieurs égards. Pour commencer, il s'agit d'un hybride entre un drone et un missile de croisière doté d'une diplomatie moderne, ajoutant qu'il intègre également des éléments d'une bombe pénétrante. Rien de tel n'a vraiment été construit auparavant. L'Ukraine a créé une nouvelle sous-catégorie d'armes basée sur son expérience de la guerre des drones contre la Russie. Le flamant rose résulte de plusieurs années d'ajustements et de tests menés par l'Ukraine, en permettant à ces personnes les plus innovantes de créer, afin qu'elles puissent imaginer des choses qui ne seraient même pas envisagées dans la société russe. Une arme qui agit à la fois comme un drone et un missile, capable d'atteindre 3000 km, soit environ 1860 miles à l'intérieur de la Russie, tout en transportant une ogive de plus d'1 tonne. La vidéo expliquera plus tard pourquoi la Russie n'a jamais réussi à créer cela. D'abord, découvrez d'autres innovations ukrainiennes. Le Flamingo illustre l'Ukraine créant une nouvelle arme pour atteindre un objectif. Le pays mène des frappes de drones à longue portée sur le territoire russe depuis longtemps. Il avait aussi des missiles longue portée occidentaux, mais faisait souvent face à des restrictions sur leur usage. Les États-Unis n'ont commencé qu'en septembre à autoriser l'Ukraine à attaquer des cibles russes avec des missiles fabriqués en Amérique, après avoir discrètement empêché le pays de le faire pendant des mois. Le flamant rose est une solution à ce genre de problème. Si l'Ukraine le fabrique chez elle, personne ne peut empêcher l'Ukraine de l'utiliser. Ceci illustre l'adaptation de l'Ukraine à sa situation, approche aussi visible dans le développement de ses drones intercepteurs. Ces drones, qui peuvent coûter aussi peu que 1000 $, l'unité sont conçus dans le seul but d'arrêter les hordes de drones longue portée de la Russie, et l'Ukraine les utilise. Cette technologie a déjà été éprouvée au combat, au point que les partenaires de l'Ukraine sont prêts à y investir. En septembre, le Royaume-Uni s'est engagé dans un plan qui permettra à l'Ukraine de fabriquer ses drones intercepteurs en grand nombre. Surnommé Projet Octopus, ce plan devrait permettre à l'Ukraine de produire des milliers d'intercepteurs chaque mois. Cela fournira à l'Ukraine un grand nombre de drones ayant déjà prouvé leur efficacité contre les Shahed, utilisés par la Russie. Le Kiev indépendant ajoute que l'Ukraine souhaite finalement atteindre un point où elle pourra déployer 1000 de ses intercepteurs chaque jour pour stopper net les drones russes. Encore une fois, l'Ukraine a vu un problème, puis elle l'a résolu. L'Ukraine a également été à l'avant-garde du développement de drones utilisant l'intelligence artificielle, ou intelligence artificielle avec beaucoup d'efficacité. Cette fois, l'Ukraine cherche à résoudre l'écart de main-d'œuvre entre elle et la Russie. L'un des exemples les plus récents de l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'Ukraine vient des essaims de drones d'attaque guidés par l'intelligence artificielle que le pays a déployé sur le champ de bataille. Le 2 septembre, United 24 Media a déclaré que l'Ukraine est devenue la première armée de l'histoire à mener des opérations de combat en utilisant des essaims de drones contrôlés par l'intelligence artificielle. Ces drones n'ont pas besoin d'opérateurs humains. Ils n'ont pas besoin que des soldats ukrainiens se mettent en danger. Au contraire, ils peuvent presque remplacer les soldats,
traquant et détruisant l'infanterie et les blindés russes avec très peu de supervision humaine. Depuis le début, la Russie vise à submerger l'Ukraine grâce à son avantage numérique. Avec des drones intelligence artificielle, l'Ukraine renverse la situation et innove en résolvant un problème. Ces 3 exemples d'innovation ukrainienne sont impressionnants, même s'il ne s'agit pas de percées majeures comme a pu l'être. Par exemple, le premier missile balistique intercontinental. Cependant, ce n'est pas seulement la technologie elle-même qui donne un avantage à l'Ukraine, c'est la manière dont cette technologie est utilisée. Comme l'a expliqué Warburg, des armes comme le Flamingo et l'intercepteur ukrainien. Les drones sadiques et ne semblant être peut-être pas très innovants d'un point de vue technologique, note Warburg, mais ils le sont beaucoup du point de vue de la guerre, dans la façon dont ils sont utilisés pour répondre à la situation réelle sur le champ de bataille. Comparez cela à ce que Warburg remarque sur l'innovation en Russie. En même temps, il semble que la Russie n'innove pas vraiment tant que ça. Dans certains cas, ils égalent les innovations que l'Ukraine apporte, surtout là où il était facile de les égaler. Mais pour la plupart, la Russie n'apporte pas vraiment beaucoup de nouveautés sur le champ de bataille. Et il a raison. La principale innovation russe à ce jour est sans doute ces bombes planantes, qui transforment les bombes soviétiques larguées en munitions semi-guidées. Au-delà de cela, la Russie n'a pas vraiment innové. Elle s'est simplement contentée de copier sur l'Ukraine, en partant du principe que le travail était facile à reproduire. Cela montre une différence fondamentale dans la façon dont l'Ukraine et la Russie mènent cette guerre. La Russie paraît privilégier ce qu'elle possède déjà plutôt que l'innovation. Pour l'Ukraine, l'adaptation est essentielle. Chaque fois qu'un nouveau problème survient, la supériorité technologique de l'Ukraine lui permet de l'affronter et de trouver une solution. Cela dépasse une simple différence d'approche militaire. La Russie était condamnée à perdre la guerre en Ukraine dès le début, car sa société ne lui permet pas d'obtenir un avantage technologique sur l'Ukraine. Ce à quoi cela se résume vraiment, dit Warburg, c'est la lutte entre la démocratie et la dictature. Comme l'histoire l'a déjà montré à plusieurs reprises, la première l'emporte sur la seconde sur le plan technologique pour une raison simple, souligne Warburg. Ou les gouvernements plus inclusifs envers les gens ordinaires, même s'ils ne le sont pas totalement. Les démocraties sont intrinsèquement supérieures aux gouvernements qui sont moins inclusifs, plus centralisés, et où il y a moins d'opportunités pour les gens ordinaires. Son point de vue est qu'une société libre favorise l'innovation parce que les personnes au sein de cette société sont récompensées pour innover. Comparez cela à une société centralisée, où l'innovation dépend d'un ordre venu d'en haut. On comprend pourquoi l'Ukraine progresse. Ces innovateurs créent pour résoudre des problèmes et en sont récompensés. Mais en Russie, toute personne qui pourrait avoir un esprit innovant a toutes les raisons de ne pas proposer de nouvelles idées. Pour revenir à l'exemple du drone intercepteur, l'Ukraine a créé ce drone parce qu'elle a un problème avec les attaques de drones longue portée de la Russie. Ces attaques sont devenues plus fréquentes et intenses en 2025, entraînant de nombreuses frappes russes sur l'Ukraine, avec des centaines de drones Shahid pour submerger les défenses aériennes. Septembre a été un mois remarquable pour cette tactique. Du côté russe, ABC News indique que la Russie a lancé 5636 drones contre l'Ukraine en septembre. Cela représentait une hausse de 39% des drones russes lancés le mois précédent. C'était encore un peu en dessous du record de 6443 drones lancés par la Russie en juillet 2025. Cependant, le problème est clair, la Russie lance des milliers de drones par mois et l'Ukraine doit y faire face. Maintenant, les drones intercepteurs n'offrent pas une solution très sophistiquée pour gérer ce problème. Ils sont bon marché et faciles à fabriquer pour l'Ukraine. Leur accessibilité rend cette technologie remarquable. Un drone d'environ 1000 $, équipé d'une ogive peu coûteuse, peut être envoyé contre un Shahed, qui a coûté à la Russie 20 à 70 fois plus cher à produire. Fait intéressant, l'Ukraine règle un problème secondaire avec ses drones. Directement. Les intercepteurs aident l'Ukraine à lutter contre les hordes de drones de type Shahed de la Russie. La différence de coût entre intercepteurs et Shaheds est indirectement immense. Qu'ils permettent également à l'Ukraine d'épuiser les ressources financières de la Russie en la forçant à lancer davantage de frappes infructueuses, comme le souligne Warburg. Ainsi, l'Ukraine peut vaincre la Russie dans une guerre d'usure, où il sera trop coûteux pour la Russie de vaincre l'Ukraine sur le long terme, car il est plus abordable pour l'Ukraine de se défendre.
Il y a beaucoup à développer à partir de ce point, même si une grande partie n'a pas de rapport avec la supériorité technologique de l'Ukraine. Pour en savoir plus sur l'impact que l'usure a sur la Russie, regardez notre vidéo où nous abordons ce sujet, ainsi que la façon dont même la propagande du Kremlin commence à se retourner contre Poutine. Le point clé ici, c'est que c'est l'adaptabilité de l'Ukraine qui lui permet de retourner la guerre d'usure lancée par la Russie contre elle. Warburg fait ce point, comme nous l'avons déjà mentionné, Mick Ryan, écrivant pour Futura. Doctrina le renforce dans un article où il affirme que l'Ukraine a changé tout le caractère de la guerre grâce à sa malléabilité. Les insertions technologiques s'étendent encore au-delà des drones. Ils ont permis l'intégration de l'intelligence artificielle, des réseaux de capteurs civils et militaires, ainsi que la démocratisation de l'information sur le champ de bataille, écrit Ryan. L'intelligence artificielle aide les drones Yozdans à choisir et confirmer des cibles en analysant les capteurs en source ouverte et les données de renseignement, puis en les croisant avec le renseignement militaire. Cela montre à nouveau un lien entre démocratie et dictature dans le partage d'informations et l'approche militaire. L'Ukraine encourage activement tout le monde à partager des informations par tous les moyens dont il dispose pour soutenir l'effort de guerre. La Russie, elle, réprime. Elle fait des choses comme couper l'accès à Internet dans les régions touchées par les frappes de drones à longue portée de l'Ukraine, car elle veut que le moins d'informations possible en sortent. Comment le Russe moyen est-il même censé concevoir une solution aux défis auxquels la Russie a été confrontée face à l'Ukraine, alors qu'on ne leur permet même pas de voir ces défis? L'information, donc, est aussi cruciale pour l'Ukraine que de créer un environnement dans lequel ces innovateurs peuvent y le faire ce qu'ils font de mieux. Et c'est peut-être le manque d'informations partagées avec les personnes qui pourraient être aidées, qui cause tant de problèmes à la Russie. Sur le plan technologique, la Russie est à la traîne par rapport à l'Ukraine à chaque tournant technologique. Warburg repense au début de la guerre, quand l'Ukraine utilisait déjà des drones contre les blindés russes. Quand l'Ukraine a déployé ses premiers drones sur le champ de bataille, la Russie s'en est moquée, les a tournés en dérision, et a continué d'envoyer de vastes vagues de chars, d'infanterie, et de véhicules blindés. On voit clairement comment cela s'est fini pour la Russie. Plus d'1 million de pertes, plus de 11 200 chars détruits et près de 23 300 véhicules blindés perdus, plus tard. Et la Russie sait maintenant qu'elle ne peut pas lancer d'assaut blindé massif face à une guerre de drones. La Russie a bien sûr copié. Une fois qu'elle a vu que l'Ukraine réussissait avec la stratégie qu'elle avait auparavant tournée en dérision, la Russie a commencé à faire ce que faisait l'Ukraine. Mais à ce moment-là, la Russie avait déjà pris du retard, et l'écart technologique n'a fait que se creuser depuis. C'est ce que beaucoup ont tendance à oublier, note Warburg. On voit facilement que l'Ukraine innove et la Russie copie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les écarts technologiques entre l'Ukraine et la Russie s'accentuent à chaque cycle d'innovation et de copie. Wahlberg affirme « Et nous atteignons maintenant un point où les avantages de l'Ukraine sur la Russie pourraient devenir catastrophiques. Les drones intercepteurs de l'Ukraine sont un atout déjà éprouvé au combat. Comme mentionné, ils sont passés à la production de masse avec l'aide des alliés de l'Ukraine. Comme toujours, la Russie a tenté de copier. Cependant, elle est tellement en retard que les intercepteurs qu'elle fabrique sont encore en phase de test. Selon Forbes, le 9 septembre, seuls des drones intercepteurs russes ont été vus lors de défilés ou expositions. Aucun de ces drones n'a encore été déployé, et il pourrait s'écouler plusieurs mois avant qu'il ne le soit. Cette avancée majeure ouvre à l'Ukraine des opportunités, comme des frappes de drones longue portée. La stratégie de l'Ukraine ces derniers mois a été de cibler les raffineries de pétrole russes, avec des attaques répétées, plutôt que des frappes isolées. La stratégie fonctionne. Environ 40% de la capacité de raffinage de la Russie a été mise hors service par des drones que la Russie aurait peut-être pu arrêter avec des intercepteurs. Mais la Russie n'en est pas encore là, et cela signifie que l'Ukraine dispose probablement de quelques mois supplémentaires, pendant lesquels elle peut dévaster les infrastructures russes, peut-être jusqu'au point de non-retour. Alors que la Russie essaie de mettre au point sa propre version de quelque chose que l'Ukraine utilise déjà. La Russie a déjà connu cette situation. Wahlberg parle de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, soulignant que l'innovation américaine a mené à la victoire. Un exemple parfait vient de l'auteur de Cheap War, Chris Miller, rapporte le média taïwanais Commonwealth Magazine. Le média s'appuie sur le travail de Miller pour mettre en avant l'exemple de Texas Instruments, qui a développé la technologie des circuits intégrés, ayant rendu possible les calculatrices de poche. L'armée américaine a reconnu le potentiel et a sollicité Texas Instruments pour développer une technologie de circuits intégrés.
Le missile balistique intercontinental Minuteman II, qui a donné aux États-Unis la capacité de frapper la Russie, avec un nouveau lancement depuis le territoire américain. La Russie a fini par développer ses propres missiles. Plus tard, comme toujours. Mais ce que l'on constate avec cet exemple de la guerre froide, comme c'est aussi le cas dans la guerre en Ukraine, c'est l'argument de Wahlberg sur la capacité des démocraties à surpasser les dictatures en action. Texas Instruments n'a pas inventé les circuits intégrés sur demande de quelqu'un. Ils l'ont fait car une nouvelle technologie offre de grandes récompenses. Bien que de nombreuses innovations de l'Ukraine soient actuellement axées sur la guerre, la même philosophie s'applique. Les innovateurs ukrainiens ne reçoivent pas d'instructions sur ce qu'ils doivent construire. Ils sont simplement autorisés à construire. Ils sont récompensés quand ils découvrent quelque chose d'utile à l'Ukraine actuellement. Si l'Ukraine n'était pas en guerre, ces mêmes innovateurs inventeraient d'autres types de produits, et ils recevraient leurs récompenses. Parce qu'ils vivent dans une société qui protège leur propriété intellectuelle et leur permet de profiter de leur travail. La Russie ne propose pas ces opportunités à son peuple. Les soviétiques devaient voler la technologie américaine pour suivre les États-Unis. Pendant la guerre froide, ils ont réussi à la voler, mais ils n'ont presque jamais réussi à reproduire les innovations américaines, à la hauteur des originaux. Note Warburg. La même chose se produit actuellement dans la guerre en Ukraine. Les nouvelles armes que la Russie fabrique ne sont qu'une version au rabais de ce que l'Ukraine a innové. Même les drones avec lesquels la Russie attaque l'Ukraine ne sont pas une innovation russe, ce sont des copies des drones Shahed iraniens. Les ajustements russes au design iranien restent inférieurs face aux drones, aux missiles de croisière et à l'arme hybride flamand rose ukrainien. La Russie est limitée dans sa capacité d'innovation, et cela depuis des décennies. La raison revient à la forme de gouvernement centralisé de la Russie, comme nous l'avons souligné plus tôt. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, a approfondi les problèmes de la Russie dans un article de septembre 2021, dans lequel il a mis en avant 3 contraintes structurelles de la société russe qui freinent l'innovation. La Russie favorisant ses chaînes d'approvisionnement nationales, elle accède à moins de marchés que les leaders de l'innovation. Le Centre d'études stratégiques et internationales affirme aussi une baisse des standards éducatifs, surtout en sciences. Et bien sûr, les sanctions, même en 2021, limitaient l'accès de la Russie aux technologies internationales qu'elle aurait pu utiliser pour innover. Warburg évoque un autre problème. Les oligarques, ou comme les appelle Warburg, les personnes incroyablement riches en Russie, qui agissent comme une mafia à l'intérieur du pays. Rien ne se fait en Russie sans que les oligarques ne prennent leur part. On dirait qu'ils dirigent un racket mafieux pour s'emparer des fruits du travail dont les grands esprits d'Ukraine et d'Amérique ont profité par leurs inventions. Selon Warburg, pour la personne russe moyenne, il ne s'agit pas d'absence d'innovation en Russie, mais d'un manque de motivation à innover. Parce que beaucoup de gens craignent que s'ils réussissent, cela puisse être la pire chose qui puisse leur arriver. C'est le signe de vivre sous dictature et oligarchie, où les riches et puissants dominent toujours. Ils réclament une part bien plus grande de tout ce que quelqu'un invente que celle qui sera réellement donnée à l'innovateur lui-même. Imaginez vivre dans une ville contrôlée par la mafia, demande Wahlberg. Est-ce que quelqu'un préférerait avoir un emploi simple qui le garde hors du radar de la mafia? Ou préfère-t-il diriger une entreprise assez prospère pour attirer la mafia? Offrir une protection en échange d'une part des bénéfices, c'est ce à quoi sont confrontés les innovateurs potentiels en Russie. Peut-on leur reprocher de choisir un emploi banal, même s'ils pourraient inventer de nouvelles technologies? L'avantage sociétal de l'Ukraine est ce qui va lui permettre de l'emporter. La Russie n'a jamais eu de chance de gagner cette guerre car elle va dans la mauvaise direction. La stratégie gagnant-gagnant 2030 de l'Ukraine illustre parfaitement cet impact mondial. Dans ce cadre, l'Ukraine offre à ses innovateurs tout ce dont ils ont besoin pour proposer de nouvelles idées. Les entrepreneurs du pays ont accès aux marchés mondiaux, ainsi qu'à l'infrastructure de recherche et développement. L'Ukraine les aide à protéger et valoriser leur propriété intellectuelle. Cela signifie que les participants reçoivent l'argent qu'ils méritent pour leurs bonnes idées. Oui, il s'agit d'un programme créé par l'État. Mais les produits issus de ce programme n'appartiendront pas à l'État. Et c'est là toute la différence. Un programme russe équivalent exigerait inévitablement que la propriété intellectuelle de toute innovation utile soit remise à l'État russe. Probablement avec une compensation minimale pour la personne qui a inventé le produit. Poutine ne gagnera pas en Ukraine parce que la société russe elle-même rend impossible pour le pays d'atteindre une supériorité technologique contre d'autres nations. En Ukraine, la Russie affronte un adversaire adaptable doté de grands esprits, ce qui pose problème.
l'espace, le temps, et les incitations dont ils ont besoin pour créer ce qu'il faut créer pour faire face à l'ennemi. Rappelez-vous, l'Ukraine n'a pas besoin d'anéantir la Russie pour gagner. Elle doit simplement utiliser son avantage technologique pour user la Russie jusqu'au point où elle ne pourra plus se battre. Si vous cherchez des preuves que cette stratégie d'attrition issue de l'innovation fonctionne, regardez la situation de l'essence en Russie. Poutine est si désespéré qu'il sollicite la Biélorussie après que l'Ukraine ait tout pris à la Russie. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos expliquant comment l'Ukraine pourrait prendre l'avantage sur la Russie.